The Israeli-Palestinian conflict dominates American news coverage of international issues. Given that news coverage is Americans' main source of information on the conflict, it becomes important to examine the stories the news media are telling us and to ask the question, does the news coverage reflect the reality on the ground? One form of this fabricated disagreement is the effort to mystify the conflict, to envelop it in this ideological cloud and to pretend that it simply can't be understood unless you have some grasp or the equivalent grasp of rocket science or particle physics. That this is a very difficult conflict to understand. It goes back, we usually hear things like it goes back to biblical enmities, ancient hatreds, or more recently, clashes of religion. Oh, this rabbi lived in the old city of Jerusalem before 1948. He'll tell you how he coexisted with all the Arab neighbors, how they babysat each other. Defense minister was Arens. Le ministre de la Défense était Arens. Il m'a invité à son bureau. Nous nous étions rencontrés aux USA et il voulait me nommer responsable des Palestiniens. Je lui réponds « OK », que j'en étais enchanté. Je lui demande quelle est la politique. Il me dit que sa politique est simple, il suffit de sourire et annexer. Sourire et annexer. Je lui réponds « Désolé, monsieur Arens, cela ne marchera pas. Je ne le ferai pas. » If only enough Jews can be exposed to the truth of history, the 67 war in particular, they will end their silence. Now, if anybody accuses me of anti-Semitism, sir, madam, you are deluded. L'expression « sourire et annexer » reflète la politique menée par la droite nationaliste et les théories du sionisme religieux, qui depuis 1967 et la guerre des 6 jours gagnent en influence aux dépens du sionisme laïque. Leur rêve, construire le grand Israël. Un pays qui engloberait toutes les terres saintes pour s'étendre bien au-delà des frontières définies par les Nations Unies. Malgré les traités à répétition signés avec Yasser Arafat pour la création de 2 États, Israël pousse son avantage et occupe de plus en plus de territoires. La lutte acharnée menée par des organisations palestiniennes n'empêche pas la Cisjordanie de rétrécir. La chute du mur provoque l'émigration vers Israël de plus d'1 million de juifs soviétiques. Le plus important exode depuis sa création en 1948. L'installation des migrants dans les territoires occupés est vécue par les populations arabes comme une colonisation. Les Palestiniens se révoltent. La première intifada, la guerre des pierres, s'intensifie. Face à cette tension grandissante qui gagne toute la Cisjordanie, l'utilisation des extrêmes religieux d'un côté comme de l'autre alimente le choc des civilisations et provoque à terme l'échec de tous les traités et accords de paix. Dès le lendemain de la signature des accords d'Oslo entre l'administration palestinienne et le gouvernement hébreu, à Jérusalem, la droite nationaliste et religieuse israélienne est dans la rue. Israël bafoue les résolutions de l'ONU depuis toujours, a chassé les Palestiniens de leurs terres. Ils ne s'en sortent que grâce au veto des États-Unis chaque fois, sinon c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël, c'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans des camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice. 2 ans plus tard, le 4 novembre 1995, après avoir prononcé un discours en faveur de la paix, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, signataire du traité de paix d'Oslo, est assassiné par un extrémiste juif. Yasser Arafat ne peut assister à l'enterrement.
Bientôt, il ne sera plus qu'un reclus, prisonnier au siège de son propre gouvernement, à Ramallah. L'extrémiste Yigal Amir est condamné à la prison à vie pour l'assassinat de Rabin. Mais rien n'est dit de ses commanditaires. Tout cela n'a pas été examiné, n'a pas fait l'objet d'enquête, de même que les rabbins qui auraient pu donner leur bénédiction à Yigal Amir pour qu'il aille assassiner un Premier ministre, ces rabbins n'ont pas fait l'objet de poursuites, d'enquêtes. Pour ma part, Rabin a été liquidé parce qu'il agissait contre la vision nationaliste religieuse de toute une partie de cette population. Pour fragiliser l'opposition palestinienne et empêcher la création d'un État palestinien, les autorités israéliennes utiliseraient donc à leur tour l'islam politique. Le chef spirituel palestinien, Ahmed Yassine, a les mains libres pour prendre petit à petit le contrôle des mosquées de Gaza, des centres sociaux, des cliniques, des centres sportifs, des jardins d'enfants. Il gagne en influence dans tous les territoires palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie, et fonde le Hamas, ferveur en arabe, et il recrute. Les Israéliens considèrent que leur ennemi principal, c'est la gauche palestinienne, le nationalisme palestinien, l'OLP, le Fatah, le Front populaire. Le Front populaire qui tenait le haut du pavé à Gaza. Arrive un cheikh religieux, un certain Ahmed Yassine, qui va voir les autorités militaires israéliennes et leur dit « Nous avons le même ennemi, je suis contre ces buveurs de whisky, je veux me consacrer à la religion et au social, laissez-moi faire, au moins aidez-moi ». De dirigeants qui ne regardent pas où tout cela mène à long terme. Ariel Sharon gagne les élections, mais à quel prix? Si sa visite de l'esplanade des mosquées séduit la droite religieuse israélienne, qui rêve d'y reconstruire le temple, elle est vécue comme une provocation par les populations arabes. Dès le lendemain, la guerre des pierres éclate à nouveau. La seconde intifada emporte le pays vers un nouveau cycle de violence. C'est l'escalade. Les attentats commis au nom de Dieu par le Hamas sont systématiquement suivis d'opérations militaires dans les territoires palestiniens. The West Bank invasion is simple self-defense. The Israeli Prime Minister reiterated Israel's right to self-defense. Israel's basic posture is anything but defensive. Israel is the only country in the world right now which, in contravention to UN Security Council resolutions, maintains tens of thousands of heavily armed troops outside its borders in somebody else's country for the sole purpose of taking... C'était pas la guerre, mais des opérations. On tirait tout le temps, c'était dangereux, il fallait tout le temps se méfier. On allait d'une maison à l'autre. On demandait qui était dans la maison. Un enfant ouvrait la porte, on lui demandait « Où est ton père ?» Il est mort. « Où sont tes frères ?» Ils sont morts. Pas d'homme à la maison? Pas d'autres frères? Non, tous morts. Puis on visitait la maison suivante, et là encore, tout le monde était mort. Alors, ça vous fait réfléchir. On allait d'une boîte de béton à l'autre, il est évident que ces gens n'ont rien. Of the 7 members of the same family slaughtered on the beach in Gaza by an Israeli warship. You don't even know their name, but you know the name of every Israeli soldier who's been taken prisoner in this conflict, because you believe, whether you know it or not, that Israeli blood is more valuable than the blood of Lebanese or Palestinians. That's the truth, and the discerning of your viewers already know it. Cette recette fait que le Moyen-Orient continuera à l'avenir d'être l'épicentre du terrorisme international. Aux États-Unis, les démocrates perdent les élections face à George Bush fils.
Début 2001, 20 ans après la présidence de Ronald Reagan, les néoconservateurs de la droite évangéliste sont de retour à la Maison-Blanche. L'acte 3 du nouvel ordre mondial va maintenant se jouer. On September 11th, we learned that 4 passenger planes were hijacked and taken radically off course. Within an hour, 2 of the planes have flown into the enormous steel towers of the World Trade Center, creating fires and eventually toppling them. Dazed by the news, the American public soon believed the fires in the towers had burned so hot they caused the steel frames of the buildings to give way. A myth developed, fed by official sources through the media to a bewildered audience. So when it was attacked again, he immediately... Elements of the myth. The impact of the airplanes, gallons of burning jet fuel, steel melting, the buildings failing and suddenly imploding. In a mere 10 seconds, 110 stories hurtled earthward, pulverizing into dust. We ran to the building, it went into the... Right from the start, on the street itself, the official story was born. Ah ben je continuerai à le lire toujours, bien sûr. Il n'y a jamais eu d'avion dans le Pentagone, enfin, pas plus que dans la tour numéro 7 du World Trade Center, au passage. 40 étages qui s'effondrent le même jour, on ne sait pas pourquoi. Le vent, les oiseaux, c'est pas... John Skilling and Les Robertson were the structural engineers who designed the streamlined steel frames of the Twin Towers in the 1960s. Because a wayward Army bomber flew into the Empire State Building in 1945, the towers were built with skyscraper crashes in mind. 11 septembre 2001. 11 ans jour pour jour après le discours historique de George Bush père annonçant le nouvel ordre mondial, Ben Laden lance sa bataille finale. Une bataille qu'il prépare depuis la victoire du djihad afghan sur l'Union soviétique. En 1989, il fonde Al-Qaïda et élabore son concept de djihad planétaire. Dans quelle mesure l'opinion publique internationale allait mettre dans le même sac les terroristes qui ont attaqué les tours jumelles de New York et le Palestinien qui se fait sauter dans un autobus à Tel Aviv ou Jérusalem et le militant du Fatah qui prend une Kalachnikov pour tirer sur des colons ou des soldats. Dans l'esprit de la population israélienne, tout ça était mis dans le même sac. Quoi? L'implication d'Israël dans les attentats du 11 septembre? Je crois que c'est un ancien patron du Mossad qui a dit que le 11 septembre était de ce point de vue-là pour la politique israélienne un véritable miracle. Veillons ensemble contre le sionisme. Et vive la Palestine. I have certain rules I live by. My first rule, I don't believe anything the government tells me. Nothing